blog Un seul monde, juste tout d'abord, c'est une tribune de diffusion francophone, une des rares tribunes de diffusion francophone qui publie des textes sur la solidarité internationale qui proviennent d'auteurs tant du milieu de la pratique, donc des ONG, des organisations, et du milieu académique. Et c'est un projet conjoint de l'IEIM, de l'Université du Québec en Outaouais et de la COSI. Puis on a eu le plaisir, il y a environ 5-6 semaines, de diffuser un billet de blog rédigé par Stephen Brown, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui s'intitulait « Apartheid vaccinal et échec de la coopération internationale ». Donc ça, c'est un sujet qui, c'est évident, qui préoccupe beaucoup le milieu de la solidarité internationale parce que en date d'aujourd'hui, puis en dépit des campagnes qui vont très bien là, dans certains pays du monde, il y a des iniquités au niveau de la vaccination qui ne font que croître. Donc, par exemple, dans des pays où le PIB est le plus faible, on estime qu'il y a seulement à peu près 3% de la population là, qui a reçu au moins une dose de vaccin par rapport à des pays comme le nôtre ou des pays de l'Europe où ce total-là s'élève à environ 70% ou plus. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de se réunir aujourd'hui pour parler, pour approfondir notre discussion autour du thème d'apartheid vaccinal. Entre praticiens et praticiennes, entre chercheurs et notamment avec l'auteur de ce billet de blog, Stephen Brown, et d'autres invités que je vais vous présenter. En commençant par Stephen, parce que je viens de le mentionner déjà. Donc, Stephen Brown, M. Stephen Brown est politologue et professeur à l'Université d'Ottawa, mais aujourd'hui, il se joint à nous de l'Université de Cambridge, donc il est en Angleterre en ce moment, où il est professeur invité. Bonjour, Stephen. Depuis une vingtaine d'années, Stephen Brown s'intéresse aux questions de développement international. Stephen Brown est un auteur prolifique. D'ailleurs, quiconque étudie en développement international a sûrement lu ses articles, ses chapitres, ses ouvrages. Donc, au cours de la dernière année, il a publié plusieurs textes, articles notamment sur la vaccination puis la politique étrangère du Canada. Donc, bienvenue et merci d'être ici aujourd'hui. On a aussi Denise Burns qui se joint à nous. Denise, qui est directrice générale d'Oxfam Québec, une organisation pour laquelle elle travaille depuis une dizaine d'années. Elle siège également au conseil d'administration de la Coalition humanitaire canadienne. Madame Burns travaille dans le milieu de la coopération depuis une vingtaine d'années ou plus de 20 ans et elle cumule plusieurs postes là, dans des organisations de solidarité québécoises et canadiennes pour lesquelles elle a mis en œuvre des projets en Afrique, dans la région des Antilles, l'Amérique latine, Asie et bien entendu au Canada. Bienvenue Denise. Et enfin, on a Moustapha Faye, citoyen engagé et candidat au doctorat en anthropologie médicale à l'Université de Laval. Il est chercheur à l'université au Centre de recherche en santé publique, en maladies infectieuses et en immunisation à l'Université Laval. Il s'intéresse entre autres à la vaccination, à la diplomatie sanitaire et à la santé sexuelle et reproductive, et tout ça particulièrement dans la région géographique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à l'heure actuelle, ses recherches au doctorat portent sur les enjeux sociaux et culturels du programme de vaccination contre les virus du papillome humain, donc le VPH, en particulier au Sénégal. Donc, bienvenue Moustapha et merci de vous joindre à nous. Donc, donc là, merci à tout le monde. Je vais céder la parole au panel, aux panélistes qui se joignent à nous aujourd'hui, mais je vais commencer en vous posant une question, puis je vous invite à réagir pendant quelques minutes à tour de rôle. Donc, la question que je vous pose est la suivante. Quand on pense au terme apartheid, qui est le titre de cette discussion aujourd'hui, ce qui nous vient en tête, c'est généralement l'Afrique du Sud. Quand on pense à apartheid, on pense au régime de ségrégation systémique là, qui a été maintenu jusqu'aux années 90 en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce qu'on se sert de ce terme-là pour parler de vaccination? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce mot-là, dans un contexte de pandémie? Donc, je vous invite à réagir. Bon, je vais briser la glace parce que moi, j'aime beaucoup briser la glace parce que dans ces genres de conférences,
parce que je m'emballe très vite, mais vous me comprenez pourquoi je m'emballe très vite. On va continuer le débat avec tout l'ensemble des participants, parce que en ce qui me concerne, vraiment, quand on parle d'apartheid, je pense bien sûr à l'Afrique du Sud, mais dans le contexte de la pandémie, je pense au discours de Cyril Ramaphosa à Davos en février passé. Il avait adressé à ses collègues présidents ce terme d'apartheid vaccinal parce qu'il avait vu des choses qui semblaient vraiment reproduire ce qu'on a vécu dans le passé, qu'on appelle apartheid, une ségrégation raciale en Afrique du Sud. Mais ce qui m'importe, ce qui est important ici pour moi, c'est juste là où Cyril Ramaphosa a évoqué cette question, a encore posé cette question d'apartheid vaccinal. C'est en Suisse. C'est où la Suisse, c'est un pays qui a un symbole dans le domaine de la santé mondiale. En Suisse, nous avons à Genève l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous avons l'Organisation mondiale du commerce. Et toutes ces institutions multilatérales ont un rôle important à jouer par rapport à cet apartheid vaccinal. Et on continue de nous, et ces organisations continuent encore de jouer un rôle de colonisateur par rapport à la santé mondiale. Voilà, pour moi, cet aspect d'apartheid vaccinal. Il a un symbolique de prononcer ce rôle, cette expression à Genève, en Suisse. Merci. Donc, merci beaucoup, Mustapha. J'inviterai Denise et Steven à réagir. Merci d'abord, puis c'est une très bonne question. Pour moi, ce que je vois arriver un peu partout dans le monde, et Oxfam, on fait partie de l'Alliance mondiale pour un vaccin universel depuis le début. On alerte souvent à la situation d'inégalité vaccinale importante. Puis pour moi, l'apartheid, c'est une exclusion délibérée d'un groupe de personnes, de leurs droits, d'accès à leurs droits. Et l'accès à le choix de se vacciner ou non est un droit. La protection de santé, c'est un droit. Mais il y a un immense pan de la population qui n'a pas ce choix-là. Ici, on débat du choix. Moi, je veux l'avoir, je ne veux pas l'avoir. Certains choisissent de ne pas l'avoir. Mais une grande partie de la population mondiale n'ont pas ce choix-là. Ils sont d'office exclus. Et les femmes, d'ailleurs, en paient un lourd prix parce que c'est elles qui s'occupent des gens malades, des personnes, des enfants, tout ça. Donc, les femmes en payent un lourd prix à plusieurs niveaux. Donc, pour moi, c'est une exclusion qui n'est inacceptable. Et Mustapha l'a bien dit, il y a des organisations qui ont un mandat multilatéral mondial qui ne prennent pas leurs responsabilités comme ils se devaient. Merci, Denise. Donc, à ton tour, Steven, de réagir. Oui, ben c'est certain que c'est un peu choquant comme caractérisation, parler d'apartheid, et c'est le but. Et par ailleurs, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, je suis sûr que je prononce mal son nom, a utilisé ce terme justement dans le but de provoquer une réaction. On parle beaucoup de principes d'équité, de justice, et on l'a quand même assez bien mis en œuvre sur le plan national, par exemple au Canada. C'est-à-dire on a fait une distribution des vaccins entre les provinces équitable, proportionnelle. Ensuite, à l'intérieur des provinces, on a commencé par les personnes les plus vulnérables, les plus âgées, ceux qui en avaient besoin de plus. On a mis l'accent sur les personnes autochtones, donc plus de doses allaient dans le nord du pays. Donc, je pense qu'on a agi selon des principes fondamentaux très justes. Maintenant, sur le plan international, ce n'est pas vrai du tout. Et c'est là où on voit le contraste. Marie-Claude nous a donné les statistiques. Ça va bientôt faire 1 an qu'on a commencé de vacciner dans certains pays. Et même aujourd'hui, comme l'a dit Marie-Claude, il y a à peu près 3% des personnes dans les pays à faible revenu qui ont été vaccinées. Alors, c'est certain, c'est très clair qu'il y a une séparation entre les pays riches et les pays pauvres et qui a accès aux vaccins. Et c'est selon les moyens et pas selon les besoins. Merci, Steven. Donc là, je vais vous adresser une deuxième question.
Donc, dans un de vos articles, vous parlez du nationalisme vaccinal du Canada, donc d'une approche nationaliste quant à la vaccination qui va à l'encontre de toute la rhétorique qu'on entend, la rhétorique d'accès mondial équitable. Et vous dites dans cet article-là qu'en voulant faire du bien aux Canadiens et aux Canadiennes, en leur offrant la vaccination, le Canada fait indirectement du mal aux personnes vulnérables ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus concrètement ce que vous voulez dire? Donc, en effet, le Canada a un très beau discours, on est tous dans le même bateau, on parle beaucoup de solidarité, etc. Mais il y a un nombre fixe de vaccins, où le nombre est en train d'augmenter, mais il n'est pas illimité. Donc, la concurrence pour avoir accès à ces vaccins, c'est un jeu à somme nulle. Le Canada s'est garroché, s'est mis en tête de file, un peu en retard, mais quand même, on s'est repris. Et en faisant cela, en nous garochant, on arrive avec nos coudes, on se vante d'être parmi les premiers et la conséquence, c'est qu'on repousse les autres en arrière. Chaque fois qu'on signe un nouveau contrat, le gouvernement canadien s'est vanté de cela et moi, chaque fois, je me sentais mal parce que déjà, on avait le plus grand nombre de doses sous contrat par habitant au monde. On est rendu à 10, donc on pourrait être vacciné 5 fois au complet pour tous les citoyens et citoyennes. On a acheté des vaccins à l'Inde, des vaccins AstraZeneca qui auraient pu aller à d'autres pays, qui auraient pu aller à COVAX, qui auraient pu aller à des pays pauvres, mais on les a achetés quand même. On a même pris des vaccins, on a eu des vaccins des États-Unis. Alors, on n'en avait pas vraiment besoin, ou du moins beaucoup moins que d'autres pays, et on a stocké des doses. En ce moment, on a 20 millions de doses dans des congélateurs au Canada. Et on a une très grande réticence à partager. À date, à moins que ça ait changé dans les derniers jours, on a juste partagé les doses d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, c'est-à-dire des vaccins qu'on ne veut plus utiliser chez nous. On parle maintenant de doses de rappel, donc de troisième dose, alors que, comme on a déjà dit et que j'ai répété, 3 des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu une seule dose. Donc, les doses vont aux plus riches, pas à ceux et celles qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables. Donc, ça va coûter des vies. Et donc, on fait du mal. La solution, c'est d'augmenter la production des vaccins, entre autres en levant les brevets. Mais ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une partie de la solution. Mais le Canada s'oppose de façon plus ou moins passive aux licences obligatoires, aux accords à l'OMC. On pourra en reparler plus tard si on veut, si on a le temps. Mais ces décisions font du mal aussi. C'est-à-dire, si on est en train d'empêcher l'expansion de la production de vaccins, ça va coûter des vies également. Merci beaucoup, Steven, pour la réponse. Là, j'inviterai Moustapha et Denise à réagir. Moustapha, peut-être aussi nous parler de la situation, comment ça se passe en Afrique de l'Ouest, au Sénégal notamment. Donc, à vous la parole. Rebondir un peu sur ce que Steven, professeur Brown disait, c'est très pertinent ce qu'il disait parce que la situation que nous avons ici en Amérique du Nord ou bien que nous avons dans les pays développés, cette utilisation en abondance des vaccins au détriment des pays pauvres, ça va semer encore d'autres problématiques. Ça va faire émerger encore d'autres problématiques comme la confiance vers les vaccins. C'est sur cette question que je travaille d'ailleurs, le concept d'hésitation et de confiance dans la vaccination. C'est sur cette question que je travaille pour mon doctorat. Cette situation que les pays développés ont créée autour du vaccin et de la vaccination va émerger d'autres problématiques qui vont encore impacter sur cette pandémie, qui vont encore développer d'autres choses de résistance au vaccin. Ça veut dire qu'on va être dans un cercle vicieux où nous allons vivre encore les mêmes effets de la pandémie. Je pense qu'il devrait avoir, à mon avis, la solution devrait être, à mon avis, une solution politique basée sur des principes de dignité humaine et d'éthique et de morale.
c'est dommage dans nos États tels qu'ils ont été pensés après le traité de Westphalie ne peuvent pas régler ces problèmes parce que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, ces États-là. Et on le sait, la solidarité dont on parle, l'aide dont on parle, monsieur, professeur Brown, vous avez fait une belle conférence ici en 2015 à l'Université Laval, invité par l'Allié, sur l'aide canadienne et les enjeux commerciaux. On sait que l'aide et la solidarité est basée sur des principes commerciaux. Ce n'est pas de l'aide. Ils ne peuvent pas aider l'Afrique. Ils ne peuvent pas aider personne. Ils ne sont pas solidaires. Ils l'ont déjà montré avec cette pandémie. Les pays ont déjà prouvé qu'ils n'aident personne, qu'ils ne sont pas solidaires vis-à-vis de personne. Ils n'ont que des intérêts géostratégiques et politiques. Ils n'ont que des propres intérêts géostratégiques et politiques. Ils ne peuvent pas aider personne, ces pays-là. C'est du cynisme politique et de la démagogie. Il faut qu'on accepte de se dire la vérité. Merci beaucoup. Merci, Mustapha. Donc, j'inviterai Denise à réagir. Je pense que la position du Canada est vraiment déconcertante. Nous avons une politique internationale féministe. Nous sommes 2 pays au monde à en avoir une. Et une politique féministe est une politique d'inclusivité, est une politique de laisser personne derrière, d'avoir voix au chapitre, d'impliquer tout le monde dans les décisions. Donc, nous sommes complètement en contradiction avec notre politique parce que non seulement on stocke plein de vaccins plus que tout le monde, on tarde à les partager. On est même allé, nous, piger près de 1 million de vaccins dans COVAX, qui est l'outil créé pour distribuer les vaccins de façon équitable. Et on s'est commis à donner 40 millions de vaccins. On a donné 3,2 millions et on a pris 1 million dans COVAX. Et par-dessus tout, on s'assoit sur la clôture, sur la demande d'une centaine de pays, guidés par l'Inde et l'Afrique du Sud, pour lever les brevets et partager la technologie. Et nous, on ne dit pas oui et on ne dit pas non. On peut dire que l'Angleterre dit non, ça a le mérite d'être clair. Nous, on s'assoit sur la clôture puis on ne se commet pas. Et je trouve que le Canada ne fait pas preuve de beaucoup de leadership solidaire, ni d'équité et de droits humains, les principes qu'il vante dans sa politique internationale. Merci beaucoup, Denise. Donc, ma prochaine question s'adresse directement à vous, puis ça ramène à certains enjeux qui ont été soulevés, donc les enjeux de brevets. Oxfam mène plusieurs actions, là, des campagnes sur l'accessibilité des vaccins. Et puis, dans cette campagne, vous soulevez un enjeu clé qui est soit celui des compagnies pharmaceutiques, dont les intérêts ne sont pas forcément alignés avec ou conciliables avec le concept de santé publique. Donc, c'est quoi le lien entre l'apartheid vaccinal puis les actions des compagnies pharmaceutiques? Puis, au niveau des interventions, donc là, on a parlé de lever des brevets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier cet enjeu? Est-ce que c'est des changements politiques au niveau national qu'il faudrait mettre en place? Est-ce que c'est au niveau étatique ou est-ce que ça serait plutôt au niveau multilatéral? Où est-ce qu'il faut faire des pressions pour que ça change? Je pense que c'est très parlant de voir les chiffres par rapport aux pharmaceutiques parce qu'ils se sont commis eux aussi à donner des vaccins à COVAX, plus de 900 millions de vaccins. À ce jour, ils n'ont livré que 12% de ces vaccins, puis la grande majorité sont des AstraZeneca. On a souligné quelqu'un, je pense que c'est Steven qui a souligné, on donne des doses de vaccins qu'on ne veut plus. Mais à des pays aussi, à forte proportion de jeunes, un vaccin qui n'est pas recommandé pour les jeunes non plus. Donc, la charité, c'est bien, mais la charité ne va pas régler le problème d'inéquité d'accès aux vaccins. Ça prend plus de choses. Donc, on a parlé de lever des brevets. Mais actuellement, il y a un manque de volonté politique. Ça ne vient pas de l'OMS. L'OMS milite beaucoup pour ça. Mais au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il y a des grands pays comme l'Angleterre et le Canada qui refusent de voter en faveur de lever les brevets. Pendant ce temps-là, je vous parle juste des PDG de Moderna qui ont pu rentrer dans le club exclusif des milliardaires en 2021 grâce uniquement au profit de vente de leurs vaccins. Donc, les compagnies ont fait de l'argent. L'argumentaire comme quoi on a investi dans le développement des vaccins, on doit faire notre... Ils ont fait beaucoup plus que leur profit.
Et nous, on a investi des fonds publics, tous les pays ont investi des fonds publics dans le développement de ces vaccins-là. Fait qu'ils ont profité aussi de subventions publiques énormes, mais on a cédé le pouvoir de décision de comment on va distribuer et produire les vaccins à ces mêmes compagnies. Donc, on est dans un conflit d'intérêts incroyable et les compagnies refusent. Moderna, Pfizer devaient vendre des vaccins à COVAX. Ils ont vendu 1% de leurs vaccins à COVAX, 3% parce qu'ils vont au plus offrant et au plus haut prix. Donc, ça prend une volonté politique. Ça prend que les pays comme le Canada votent en faveur de lever les brevets et surtout partager la technologie. Il y a des instances de production de vaccins en Inde qui ne sont pas utilisées à leur pleine valeur parce qu'on ne partage pas les technologies. Donc, c'est plusieurs choses qu'il faut faire, mais ce n'est pas juste la charité de COVAX qui va régler le problème. Il faut vraiment changer le système. Puis comment entrevoyez-vous le rôle de la société civile dans des organisations comme Oxfam? Bien, on a récolté pas loin de 1,5 million de signatures, l'Alliance pour le vaccin universel dans le monde, pour pousser les gouvernements à agir. Nous, on est écrit au premier ministre avec Oxfam Canada, on fait des pressions politiques tout le temps. Mais je pense que quand on va dans les sondages dans la population, ce qu'on a vu, c'est que la majorité des gens sont d'accord qu'on doit partager équitablement, puis qu'une pandémie mondiale prend une solution mondiale. Mais les gouvernements sont dans la protection vaccinale, la protection de leur population, et ils ne voient pas plus loin que ça. Et ça, c'est la volonté politique. Si elle n'est pas là, on a un problème parce que les pharmaceutiques ne vont pas volontairement changer leur position. Mais je suis sûre que Steven aurait quelque chose à dire là-dessus aussi. Oui, je trouve que c'est incroyable de voir le pouvoir de ces grandes compagnies pharmaceutiques. Et on se pose la question, pourquoi le Canada n'est pas en faveur de lever les brevets à l'OMS? On n'a pas de compagnie, on n'a pas de raison de protéger Pfizer, Moderna. Ce n'est pas des compagnies canadiennes, ils ne font pas de production au Canada. On n'a pas une réponse claire à ça, mais j'ai lu 2 éléments qui sont plausibles. Un, c'est l'idée c'est le chantage de la part des compagnies, c'est-à-dire soit on va limiter votre accès aux vaccins futurs, soit on ne va pas investir au Canada dans le futur. Et donc, on voit ce rapport de pouvoir entre une compagnie privée qui, comme Denise a souligné, ont reçu d'énormes subventions publiques et un État souverain. Et c'est la compagnie publique qui l'emporte sur un pays comme le Canada. C'est vraiment désolant. Il y a une autre situation semblable, mais peut-être un peu moins, c'est la possibilité de licence obligatoire. Il y a le gouvernement de la Bolivie avec une compagnie ontarienne qui s'appelle Biolise, qui a signé un contrat qui voudrait fabriquer 15 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson a refusé. La loi canadienne permet de lever les brevets dans des situations exceptionnelles, comme la pandémie que nous vivons en ce moment. Mais ça prend l'approbation du gouvernement canadien. La loi est en place, mais le gouvernement canadien refuse de se prononcer, c'est-à-dire ni de l'autoriser, ni de refuser, ni de justifier, ni de donner un échéancier pour dire quand est-ce qu'ils vont répondre. Alors là, ça pourrait même aider une compagnie pharmaceutique canadienne. Ça pourrait être bon pour l'image du Canada. Ça pourrait avoir plein d'avantages, sans mentionner évidemment les Boliviens et les Boliviennes qui pourraient être vaccinés plus rapidement. Mais on refuse, on traîne les pattes et on ne dit pas pourquoi. Merci, Steven. Mustapha, est-ce que vous auriez envie de réagir? En fait, je vais juste parler sur tout ce système-là qui nous entoure, ce système sauvage qui nous entoure. Un système vraiment que je qualifie de sauvage parce que je ne peux pas accepter quelqu'un, en fait, que je ne peux pas accepter qu'il y a des besoins qui se font exprimer quelque part dans ce monde et que ces besoins qui peuvent être réglés par une partie du monde qui refuse de répondre favorablement à ces besoins. Et c'est ça qui doit changer. Et puis, je pense qu'il y a une approche systémique à faire par rapport à ça. C'est quoi l'approche systémique, la solution? Il faut qu'on décolonialise toute cette façon de faire de la santé publique internationale, que ce soit au niveau de l'OMC,
que ce soit au niveau des organisations de la propriété intellectuelle, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Cette façon de voir la santé publique, je pense qu'il y a une nécessité vraiment de décoloniser cette façon de faire de la santé publique internationale. Merci. Merci, Moustapha. Donc, ma prochaine question, en fait, s'adresse à vous. On parle de santé publique mondiale. Donc, pendant que tout le monde parle de vaccination contre la COVID-19, il ne faut certainement pas oublier qu'il y a d'autres vaccins puis qu'il y a d'autres épidémies. La COVID, ce n'est pas la seule. Par exemple, votre recherche à vous porte sur la vaccination contre le VPH, un programme de vaccination entamé bien avant l'apparition de la COVID-19. Donc, ma question est la suivante. Donc, les iniquités vaccinales liées à la COVID-19 qu'on voit aujourd'hui, qui émergent dans ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que la pandémie a simplement exacerbé un phénomène qui existait déjà? Est-ce que ça l'a rendu plus visible, ce phénomène-là? Et est-ce qu'il y a des apprentissages qu'on pourrait extraire des autres programmes de vaccination, d'autres épidémies qu'on pourrait extraire et incorporer à notre réflexion aujourd'hui? Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vais commencer par la dernière partie de votre question. À titre d'exemple pertinent, par exemple, si on prend l'exemple de la poliomyélite, je ne vais pas vous donner l'exemple de la poliomyélite, c'est un exemple pour moi assez pertinent parce que j'ai fait un cours dernièrement avec le Global Center of Policy Security à Genève, un cours sur la sécurité sanitaire internationale. Et j'ai eu la chance de faire une présentation sur le programme de lutte contre la poliomyélite avec l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite. Vous savez, on était à quelques bouts de chemin d'éradiquer la poliomyélite sur la planète. Mais la pandémie est arrivée, tout le travail que nous avions abattu collectivement, que toutes les sociétés ont abattu collectivement pour éradiquer la poliomyélite est tombé pratiquement à l'eau parce que ça fait émerger d'autres virus, d'autres types de virus de la poliomyélite. Donc, au moment où nous, on était concentrés sur la COVID, il y avait des résistances, des chutes de résistance du virus poliomyélite qui ont émergé, qui a fait de sorte que, présentement, on ne peut pas dire que la poliomyélite est complètement éradiquée sur cette planète Terre. Ça va être un autre combat encore que la COVID a fait vraiment complètement faire oublier. Et maintenant, pour rebondir sur les autres programmes, comme le programme d'immunisation contre le VPH. Vous savez, depuis que 2 ans, on est avec la COVID, pratiquement tous les programmes d'immunisation en Afrique contre le VPH ont été complètement stoppés à cause de la concentration autour du COVID-19. Vous voyez, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui attaque en fait la plupart des femmes, même ici au Canada. Vous voyez, c'est un problème de santé publique international, le cancer du col de l'utérus. Et le vaccin du cancer du col de l'utérus, ça coûte excessivement cher. Et hier, je lisais un article écrit par Nathalie Coussinet, un prof de Paris Nord, là, je pense que c'est un pharmacien qui s'est spécialisé en santé, l'économie de la santé. Il disait que les multinationales pharmaceutiques font focus plus sur leur marketing et leur plaidoyer que sur la recherche-développement. Vous voyez le sérieux qui est derrière ces gens qui sont censés nous assurer aussi une santé publique. Ce sont des gens qui travaillent, au lieu de travailler sur des recherches-développement de médicaments qui doivent répondre à des problèmes de santé publique internationale, ils travaillent sur des aspects de lobbying, sur des aspects de marketing. Ils financent beaucoup plus le fonds que sur la recherche-développement des éléments de médicaments dont nous avons besoin. Et il disait que les multinationales pharmaceutiques investissent beaucoup plus sur les maladies oncologiques que le diabète. Vous voyez les enjeux encore qui sont au cœur de ces multinationales. Ce n'est pas les préoccupations de santé publique internationale qui les intéressent, mais c'est les préoccupations de l'argent qui les intéressent.
Ce n'est pas notre santé qui les intéresse, ces multinationales. Et tout ça, je pense qu'on devrait pouvoir apporter des critiques, pouvoir apporter un changement, pouvoir apporter des façons de faire où l'humain est au centre et pas l'argent. Et où le politique est au centre aussi. Parce qu'on ne va pas laisser ces gens-là à faire ce qu'ils veulent de l'humanité. Là où ils veulent amener l'humanité, je pense que ce n'est pas la bonne direction. Et si nous nous laissons faire avec ces gens-là, on va encore être dans des cycles de vie infernales où nous serons pas, on ne va pas voir le bout du tunnel. Nous tous, on est fatigués avec cette pandémie. Nous tous, on ne veut plus, on veut passer vraiment de l'autre côté pour mener notre vie, s'occuper de nos enfants, avancer être utile dans l'humanité. C'est là où je ne vais pas beaucoup, Marie-Claude, répondre à votre question par rapport je sais que le programme de VPH en Afrique, et même ici au Canada, ça commence à partir, on commence à repartir les programmes de vaccination parce que dernièrement, j'étais dans une école ici secondaire à Québec et je faisais de la surveillance à l'école et puis ils m'ont dit il ne faut pas rentrer dans Moustapha Deme parce qu'on n'a pas besoin de vous parce qu'on va commencer à faire le vaccin pour les enfants contre le VPH. J'ai dit ah oui, ça c'est intéressant, ça c'est mon travail de doctorat à l'université. Il m'a dit ah oui, j'ai dit on va recommencer, ça veut dire que encore on est dans l'apartheid, on est encore dans les inéquités. En Afrique, tout est bloqué à cause de la Covid. Ici, les gens ont recommencé à vacciner les enfants contre le VPH. On est encore dans l'inéquité, on est encore dans les inégalités sociales. Et ça aussi, ça fait partie de mes combats. Comme je le partage avec Oxfam ou je le partage avec d'autres organisations, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour changer les choses, pour faire bouger les choses. Merci. Merci beaucoup, Mustapha. C'est très intéressant ce que tu viens de partager avec nous. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des cas de polio qui commençaient à réapparaître. Souvent, on croit que c'est une maladie qui a été éradiquée, mais là, très concrètement, on voit qu'en focusant tous nos efforts sur une autre campagne de vaccination, d'immunisation, ces maladies-là qui devaient être choses du passé réémergent. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. Denise et Steven, je vous invite à réagir. Peut-être juste, moi, je ne suis pas une experte des vaccins, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais je pense que c'est cette inéquité, ce que vient d'évoquer Mustapha sur l'apparition de variantes de la polio, on n'apprend pas de ça. Parce qu'actuellement, les scientifiques le disent clairement, le fait de ne pas vacciner la majeure partie de la population, parce que les pays où on ne vaccine pas, c'est là où il y a 150 millions de personnes, à part les États-Unis, fait émerger des variantes. Et la Delta, c'en est une, mais il y a d'autres qui sont en train de se développer. Donc, plus qu'on retarde, plus qu'on va avoir d'autres variantes et plus qu'on va être pris dans le même problème. Donc, c'est comme si on n'apprend pas de ça, de dire, c'est pas juste notre problème ici, là, c'est un problème mondial. Il faut agir de façon conséquente. Oui, donc il y aurait des leçons à tirer des autres épidémies aussi, des autres maladies, et non seulement de la COVID, qu'on n'applique pas à notre réflexion en ce moment. Steven, est-ce que tu aurais envie de réagir? Seulement pour dire que je suis entièrement d'accord et que c'est un genre d'effet boomerang. Et même si le Canada croit que c'est dans son intérêt de stocker des vaccins, de s'assurer qu'on soit tous vaccinés 2 fois, 3 fois avant de les partager ou avant de les partager à grande échelle, justement, le risque d'émergence de variants voudrait dire que peut-être à court terme, c'est dans l'intérêt du gouvernement canadien pour des raisons électorales, etc. Mais à moyen terme, ce n'est pas nécessairement le cas, même si on regarde juste le Canada, même si on abandonne cette idée de solidarité mondiale, etc. Ça fait peut-être même du tort à moyen et long terme au Canada. Et aussi, peut-être juste développer un peu plus l'idée que quand on s'attarde à une maladie, que ce soit la COVID ou VIH-Sida, etc., quand on met toutes nos ressources dans cette maladie-là, pour la recherche, pour les traitements, pour les soins, pour tout ça, ça a l'effet de détourner l'attention et les fonds qui vont aux autres maladies.
Et ça, on l'a vu, ça a été documenté à grande échelle en Afrique, où on manquait d'aspirine, on manquait de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, etc., parce que l'argent était là pour le VIH-Sida. Et donc, tous les fonds allaient vers ça. Donc, on aurait vraiment besoin d'une vision plus holistique de ce que c'est la santé, non seulement les traitements, la prévention aussi. Donc, on est peut-être en train de recréer ces mêmes erreurs en focalisant de façon aussi intense sur la COVID, même si c'est nécessaire, mais malheureusement en laissant de côté d'autres maladies qui sont quand même très importantes et même menaçantes. Mhm. Donc, merci beaucoup, Steven. Merci tout le monde pour vos réactions. Donc là, j'aurais une question à vous poser par rapport au titre de notre conférence aujourd'hui qui est sur le multilatéralisme. A-t-il été mis à l'épreuve? Donc, c'est certain que quand on pense à la pandémie, ça a fait appel à notre résilience individuelle, ça a fait appel à la résilience collective nationale, ça a mis les politiques nationales à l'épreuve. Mais qu'en est-il du multilatéralisme? Comment s'en tire-t-il en ce moment? Puis, par exemple, l'initiative COVAX, comment elle s'en tire en ce moment? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, j'y vais. Je ne vais pas couper la parole ni monopoliser, mais donc, c'est pas un échec total, COVAX, mais c'est quand même très, très décevant. C'est clair depuis le début que ça n'allait pas régler tous les problèmes, mais COVAX et plus largement le multilatéralisme n'était pas à la hauteur du défi. Il y a des problèmes de conception, mais en très grande partie, c'est que les pays riches ont contourné l'initiative. C'est-à-dire, l'idée, c'était de faire des achats en commun, d'avoir une distribution équitable. Mais ce que nous, on a fait au Canada, ce que les autres pays riches ont fait, c'est qu'ils sont allés, ils ont acheté toutes les doses. Et donc, COVAX, même si COVAX avait quand même des ressources financières, n'avait pas accès aux doses. C'est-à-dire qu'ils avaient l'argent pour acheter les vaccins, mais il n'y avait pas de disponibilité de vaccins parce que nous, on les avait tous achetés, on avait signé tous les contrats. Donc, le but, c'était de vacciner, je pense, 2 milliards de personnes d'ici la fin de 2021. On n'arrivera pas même à 1,5 milliard et même ça, c'est probablement trop ambitieux. On voit que les pays comme le Canada ont instrumentalisé COVAX. Maintenant, quand on fait des dons, on les donne à COVAX. COVAX les donne à d'autres pays, au Kenya, Nigeria, etc., en disant voici votre don du gouvernement canadien. Donc, on est en train de bilatéraliser notre assistance qui était a priori multilatérale. Et c'est vraiment désolant. Maintenant, les pays, face au manque d'accès aux vaccins à travers COVAX, les pays qui manquent de vaccins sont en train d'essayer soit de signer des contrats directement avec les compagnies pharmaceutiques ou bien avec la Chine ou la Russie, etc., ou bien d'utiliser des mécanismes parallèles régionaux, comme en Afrique, qui sont plus efficaces, paraît-il, que COVAX pour l'achat et la livraison de vaccins en Afrique. Et la conclusion par rapport à ça, par rapport au multilatéralisme, ben Mustapha l'a dit tantôt, pourquoi il ferait confiance à ce système dans le futur? C'est-à-dire, on avait le beau discours, on est tous dans le même bateau, etc. C'était un échec, on a manqué notre coup, on a mal fait ça, on a été hypocrite, on a été avare. Pourquoi la prochaine fois ou dans d'autres domaines, les pays du Sud feraient confiance aux pays du Nord? J'emboîterais un petit peu là-dessus. Je suis d'accord avec Steven. Puis je me dis, COVAX, c'était pas une mauvaise idée. Au contraire, ça pouvait être une bonne chose. Mais ça reste beaucoup encore dans le domaine de la charité. On va se mettre ensemble puis on va donner nos excès. On va donner ce qui reste. On va pousser les pharmaceutiques à en donner. Mais dans les faits, les actions politiques nécessaires pour forcer la main des pharmaceutiques pour faire cette charité-là, donc d'attaquer le problème à sa racine,
n'ont pas été faits, ont été laissés à la volonté et le bien vouloir charitable. Donc, moi, je pense que ça ramène la question de notre système aussi. Tu sais, la charité, c'est bien, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Ça ne va pas s'attaquer aux vrais problèmes structurels qui empêchent une égalité de chance et de choix. Donc, ça a été sapé par une manque de volonté politique et par les compagnies pharmaceutiques qui, pour COVAX, Steven a dit que le Canada était parmi les premiers à dire on met 4 millions de dollars ou 4 milliards de dollars dans COVAX. Là. Mais après ça, il n'y avait pas de vaccins achetés parce qu'on a tout pris les vaccins et on n'a pas ouvert la production en partageant la technologie. Donc aujourd'hui, on peut encore ouvrir cette technologie-là, partager ça, donner à l'OMS et pouvoir produire à plus grande échelle, mais on ne le fait pas. Il n'y a pas de justification. Merci, Denise. À toi, Mustapha. Moi, je partage vraiment les deux interventions des deux panélistes, à savoir Denise et Stéphane, le professeur Brown. Je partage vraiment leur intervention pertinente. Parce que moi, je ne fais pas confiance au multilatéralisme. Non, pas du tout. Parce que j'ai vu en fait, leur limite. Ils ont fait leur limite. L'idée en soi de COVAX n'est pas mauvaise. Mais c'est l'institutionnalisation de l'idée qu'il faudrait combattre depuis les structures qui les portent. Les Nations Unies, c'est des choses à changer. Ça ne marche pas. C'est une machine à changer, à repenser, à décoloniser. L'OMS, c'est des machines à décoloniser. L'Organisation mondiale de la santé, c'est une machine à décoloniser. L'Organisation mondiale du commerce, c'est une machine à... C'est des en fait, machines qui sont faites pour les pays développés, mais pas pour les pays pauvres. C'est pour entretenir l'esclavage, c'est pour entretenir une bureaucratie, c'est pour entretenir des privilèges de l'Occident. Il faut se dire la vérité, Marie-Claude. C'est pour entretenir le pouvoir de l'Occident et les privilèges de l'Occident. Vous voyez, et puis ils sont entre ces arcanes des Nations Unies de multilatéral pour faire le mauvais boulot. Et ça doit cesser. Ils ne doivent pas plus utiliser le privilège et le pouvoir pour violenter les gens. On a vu le multilatéralisme en Afrique, ils ont fait des limites. En Haïti, ici tout proche, ils ont fait des limites. On a amené des casques bleus, ils ont développé le choléra là-bas. Merci, Mustapha. Donc, ça renvoie à cette idée-là d'apartheid encore à nouveau. Donc, on parle de droits inégaux. Est-ce qu'on peut parler de droit à l'équité vaccinale ou est-ce que c'est plutôt un devoir moral et éthique? Si on pense au bien commun public, aux biens communs mondiaux, est-ce qu'on peut parler de droit à l'équité vaccinale? Steven, vous aviez la main levée, je vous laisse réagir, mais ensuite les autres, vous pouvez réagir. Et puis, membres du public, je vous invite à envoyer vos questions comme on arrive à la fin de notre activité aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos questions à l'aide de la fonction Q&R. Merci. En fait, j'avais levé la main parce que je voulais aborder un élément qu'on n'avait pas encore mentionné, et c'est le rôle de Bill Gates et de la Fondation Gates. Derrière beaucoup de choses, non seulement des décisions comme la décision de AstraZeneca qui a été développée à l'Université d'Oxford, qui allait a priori être ouvert, c'est-à-dire pas protégé par un brevet. Bill Gates a convaincu l'équipe de recherche à l'université de le protéger par un brevet, de ne pas partager. Aussi, la Fondation Bill Gates et Bill Gates lui-même ont joué un rôle avec les diverses organisations qui ont formé COVAX. Il y a le CEPI, je ne sais plus ce que c'est, Emergency Preparedness Immunization, quelque chose dans le genre. Mustapha, c'est sûrement mieux que moi. Mais donc, derrière tout ça, il y a un acteur, je ne vais pas faire de théorie de complot, mais quand même un acteur très important dans le domaine de la santé qui a beaucoup d'influence à l'OMS, à COVAX, etc., qui a une perspective de compagnie privée. On sait que Microsoft protège de façon très jalouse la propriété intellectuelle. Donc, c'est un pouvoir énorme d'une personne qui n'a pas d'imputabilité envers le public, envers les gouvernements, etc. Donc, je ne voulais pas qu'on continue qu'on termine cette session sans mentionner
cet acteur super important qui a énormément d'influence sur comment s'est déroulé justement le développement et la distribution des vaccins. Maintenant, pour répondre à ta question, Marie-Claude, je l'ai déjà oublié. C'était la question des droits. Est-ce que c'est un droit, c'est un devoir? Ben, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire, on reconnaît depuis les années 40 et 50 des droits socio-économiques, des droits à la santé. Ça a été réitéré dans maintes déclarations internationales, dans les OMD, dans les OD, non. En tout cas, de tous nos objectifs mondiaux, je me mêle avec les sigles. Donc, il y a un engagement fort, volontaire, mais aussi une reconnaissance dans le droit international qu'on a accès aux services de santé, qui qu'on soit, où qu'on soit. Ce n'est pas juste un privilège, c'est un droit. Mais c'est aussi, puisque à qui a la responsabilité de s'assurer que ces droits sont respectés, c'est moins clair. C'est-à-dire, si moi j'ai droit à la santé, à l'hébergement, etc., c'est qui doit me l'offrir ou de s'assurer que j'y ai accès, c'est moins clair. Est-ce que c'est mon gouvernement national? Est-ce que c'est la communauté internationale? Donc, la réponse courte, c'est tout le monde. C'est-à-dire c'est une responsabilité collective, mais c'est aussi un devoir moral. C'est-à-dire le Canada ne peut pas tout seul dire « nous, on va s'assurer de l'équité vaccinale dans le monde ». Mais on doit faire partie des efforts et ne pas les bloquer, même si c'est de façon passive. Donc, je pense que c'est important de considérer les deux dimensions. Voilà. Merci, Steven. Donc c'est intéressant ce que vous aviez dit par rapport au devoir. À qui revient le devoir d'assurer certains services quand il y a de l'ambiguïté? C'est là qu'on a un problème parce qu'on se décharge d'une responsabilité à cause de cette ambiguïté-là. Donc, Denise et Mustapha, je vous inviterai à réagir aussi. Mustapha, je pense que... Moi, je pense que le professeur Brown a abordé, je ne vais pas répondre à votre question, Marie-Claude, parce que moi, les questions de droit et de devoir, là, je suis africain, je respecte les droits, les devoirs, mais l'Occident ambitionne sur ces aspects-là pour faire rouler de la farine aux pays développés, aux pays en développement. Ils vont tout le temps poser les choses en question de droits et de devoirs. Eux-mêmes, ils ne respectent même pas. Eux-mêmes, ils ne respectent même pas. Je vais vous renvoyer un petit livre que François Dupuy-Derry, un chercheur de Montréal, a écrit. L'éthique du vampire. Et dans l'éthique du vampire, François Dupuy-Derry essaie de nous expliquer comment l'Occident a justifié la guerre d'Afghanistan. Pourquoi les États-Unis ont parti intervenir en Afghanistan. Tu vois? Ça, c'est vraiment, c'est un chercheur montréalais qui a écrit ça depuis 2010, il a publié ça, l'éthique du vampire. Je vous inviterai aussi à lire L'Empire de la honte de Jean Ziegler, mon professeur de sciences politiques à l'Université de Genève. On nous pose tout le temps des questions de droit et de... L'Occident, il veut passer par les droits pour faire de n'importe quoi. Eux-mêmes, ce sont les premiers à enfreindre les droits et les devoirs. On l'a vu avec la pandémie, on l'a vu. L'exemple des multinationales, en fait, comment ça s'appelle? L'exemple des multinationales pharmaceutiques. Le règlement sanitaire international, il n'y a rien qui a été respecté autour du règlement sanitaire international. Et pourtant, c'est un texte juridique, un moyen juridique qui organise l'intervention, qui organise le management en cas de crise humanitaire. Mais l'Occident n'a pas respecté, les pays de l'Occident, la majeure partie n'ont pas respecté le règlement sanitaire international. C'est pourquoi moi j'ai de la misère quand on évoque les questions de droit et de justice en Occident. Ce sont les premiers à violer ces textes-là. J'ai de la misère vraiment, Marie-Claude. Je suis Canadien, je respecte les lois ici, je respecte les règlements parce que je suis un Canadien. Sinon, ils vont taper sur moi. Mais du point de vue critique, je dis que l'Occident, ce sont les premiers à violer ces textes et ces lois. Vous voyez? Oui. Il y a une dissonance dans le discours. Entre le discours international véhiculé et la pratique du discours, il y a un écart. Et ça, c'est dangereux. On dit on est développé. On dit
dit on est développé, on est des démocrates, on est développé, on respecte les lois, on respecte. Non, mais ils ne respectent absolument rien du tout. Ils respectent quand ça fait faire leur affaire. Je vais revenir par rapport à un aspect que le professeur Brown a posé, la question des fondations. Les gens qui disent qu'ils vont faire du bien à l'OMS pour l'humanité. Non, ils ne font pas du bien à l'humanité, ils font du mal. Ils ne règlent que leur propre compte du point de vue économique. C'est ça les fondations que vous voyez là, les Bill Gates et tout là. Et ils ont été commencés à être démasqués en Afrique d'ailleurs. Et les Africains commencent à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces fondations parce qu'ils savent qu'ils ont du sale boulot à faire valoir là-bas en Afrique. Ça ne marche pas. Ils amènent de l'argent, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Vous l'avez dit, professeur. Et c'est ce qui est dangereux. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, on donne de l'argent, on ne doit pas rendre compte à personne. Ils font du trafic d'influence dans ces institutions. Ils font du trafic d'influence dans ces institutions onusiennes. C'est pourquoi on doit repenser, comme je vous ai dit tantôt, toutes ces institutions onusiennes, on doit les repenser. On doit même les délocaliser en Afrique. Je pense qu'il serait pertinent, vraiment le déclic pour moi, c'est de repenser ces institutions et de les décontextualiser encore. On ne peut pas continuer à les laisser en Occident. Et puis, ils manipulent ces institutions encore au détriment des populations africaines ou bien au détriment des populations asiatiques. Il faudrait qu'on refonde ces institutions. Moi, la solution pour moi, c'est de repenser ces institutions et les décoloniser et être honnête avec nous-mêmes. Et la dernière solution que je propose par rapport à ça, c'est de développer une certaine réflexivité. En commençant par moi. Une réflexivité, c'est une démarche anthropologique. À commencer par moi qui parle, qui semble fâché. Oui, j'ai de l'amertume quand j'observe le monde. Moi, je veux donner le potentiel de mon bien à l'humanité parce que l'humanité m'a tout donné. Je veux donner le potentiel de mon... Je ne pense pas que l'homme est mauvais. Je ne pense pas. Je ne pense pas aussi que les Canadiens sont peints ou bien que les Canadiens c'est des gens qui ne sont pas solidaires. Je ne pense pas. Mais c'est la façon d'organisation de cette solidarité qu'on dise ou bien de l'aide qu'on dise qui me pose problème. Je veux que les choses soient au même niveau, qu'on trouve la dignité humaine entre les gens. Il n'y a pas de société qui est supérieure à l'autre. L'Afrique peut aider le Canada, ou bien le Sénégal peut aider le Canada peut aider le Sénégal. Mais qu'on reste au même niveau en termes de dignité humaine et de respect de l'humain. Merci, c'est ça que je voulais aborder. Merci beaucoup, beaucoup pour l'intervention, Moustapha. Très apprécié. Donc là, on voit qu'on parle de grands changements qu'il faut mettre en marche, de changements de recalibrage de rapports de pouvoir. C'est intéressant la contribution de Steven et de Moustapha sur le rôle de nouveaux acteurs qui se manifestent dans toute l'architecture ou dans le milieu de la solidarité, donc des acteurs issus du secteur privé qui sont nouveaux, qui arrivent, qui ne suivent pas nécessairement les codes de conduite ou les pratiques qui font un accord. Donc, ça vient déstabiliser un peu tous ces rapports-là. Merci, c'est super intéressant comme propos. J'aimerais céder la parole aux gens qui ont participé à la conférence aujourd'hui pour savoir si vous avez des questions et je vous invite à les poser. On avait alloué quelques minutes à la fin de l'activité pour les questions du public. Puis il y a une question qui a été répondue indirectement. On parlait du rôle des compagnies de l'industrie pharmaceutique dans l'iniquité internationale. Donc, merci, ça vous y avez déjà répondu. Donc, je vais attendre. Il y en a une dans le chat de Michel Asselin. Ah, OK, parfait. Donc, Michel, un instant, je vais juste accéder au chat. Donc, Michel Asselin qui nous pose la question suivante. L'OMS indique que nous ne mesurons pas l'ampleur réelle de la pandémie. Particulièrement, on sous-estime le nombre de personnes décédées. Est-ce qu'on croit faussement que certains pays seront moins touchés? On entend parfois qu'il n'y a pas de pandémie chez nous car on ne dépiste pas. Donc, est-ce que cette situation reflète une autre forme d'inégalité ou de déni de droit? Oui, en fait, moi, je voulais juste dire que ces
c'est une question pertinente parce que, tu sais, au début de l'épidémie, de la pandémie en Afrique, tu sais, nos États n'ont pas assez de moyens pour mesurer comme ici. D'abord, on avait des problèmes des problèmes de tests, de dépistage dans la plupart des États africains. Le marché même des réactifs qui pouvaient en fait aider aux structures étatiques de procéder à des dépistages fiables était tellement restreint parce que les lobbies pharmaceutiques, ils ont fait du n'importe quoi encore. Parce que quand la pandémie a commencé, tu vois, ils se sont développés des réflexes qui sont souvent pécuniaires, des réflexes qui sont souvent économiques, en monopolisant beaucoup de choses et puis laisser les gens aller toucher dans tous les sens pour aller voir vraiment en fait le profil démographique, oui, des pays. Les pays en développement avaient de la misère même à tester les populations. Et ce que pose Mme Hassan, je pense que c'est tellement pertinent. Et puis, non seulement il y avait des problèmes de dépistage, mais il y avait un problème aussi de reconnaissance de la pandémie. Il y avait dit que ça, c'est une maladie des Blancs. C'est ce qu'ils disaient. Les gens, ils sont tellement... Et puis, eux aussi développaient des... Moi, je ne juge pas cette population qui disait que c'est une maladie des Blancs. Laissez-nous vivre notre vie. Ça, c'est une maladie des Blancs. C'est les Blancs qui veulent nous imposer ça. On a entendu ce discours. Mais ce genre de discours, moi, ça m'intéresse. Ce genre de discours, c'est un discours qui est intéressant. Parce que il n'y a pas, je ne sais pas, dans l'imaginaire collectif de la santé en Afrique, la maladie a une explication qu'on peut dire peut-être rationnelle selon les sociétés africaines, comme aussi la maladie en Occident a une explication, un modèle explicatif de la maladie qui est occidental. Donc, on a vu en Afrique un choc de modèles, soit le modèle occidental et le modèle africain. Les Africains, dans la plupart des pays, avant d'accepter ce virus-là, c'est parce qu'ils ont vu à travers les médias qu'en Occident, il y avait beaucoup de morts, aux États-Unis, partout, les personnes décédées et tout. Ils ont commencé à croire la maladie. Maintenant, pour rebondir à cette question d'inégalité, effectivement, il y a une question d'inégalité. Il y a une question d'inégalité, Mme Assenain, par rapport au dépistage, même par rapport à, je sais pas, au traitement aussi. Il y a une question d'inégalité qui se cache derrière. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser à Denise de répondre à ces questions. Merci. Je pourrais juste parler un petit peu du Brésil. Oxfam a des Oxfam partout dans le monde qui sont indépendants, qui sont au nord ou au sud. Donc, Oxfam Brésil, c'est une organisation indépendante membre d'Oxfam. Et ils ont travaillé beaucoup dans les quartiers plus pauvres, les favelas et tout ça au Brésil. Et ce qu'ils nous rapportaient, c'est un mélange de ce que dit Mustapha, pas accès. On va même pas chez le médecin, on peut pas se payer ça. Donc, le dépistage même, ça va pas se faire. Mais de beaucoup de décès qu'on n'a pas rapportés, qu'on a cachés pour des raisons politiques aussi. Ça, c'est l'autre pan de cette affaire en Bolivie, excusez-moi, au Brésil. Le gouvernement voulait dire, a dit longtemps que la pandémie, ça n'existe pas, la maladie n'existe pas, c'est une petite grippe de rien. Et donc, il y a une volonté de cacher le nombre de décès qui était très fort. Puis Oxfam Brésil sont allés fouiller sur le terrain, voir ce qui se passait et ils nous parlaient d'un nombre afférent d'enfants en bas âge qui sont morts de la COVID, mais qui n'étaient pas rapportés nulle part, qu'on essayait de cacher. Donc, c'est clair qu'il y a plein d'enjeux, dont ceux soulevés par Mustapha tantôt, mais aussi des enjeux politiques dans certains pays où tu as des dirigeants comme Bolsonaro qui veulent nier et faire semblant qu'il n'y a rien. Et ça, c'est les gens qui payent le prix en bout de ligne, et surtout les gens qui n'ont pas de moyens. J'ajouterais juste un peu à ce que Denise vient de dire sur des questions de gouvernance nationale. Au début, on disait que les régimes autoritaires étaient mieux placés pour lutter contre la maladie, contre la COVID, notamment la Chine, mais aussi des pays comme le Vietnam ou même Cuba, à cause d'un meilleur contrôle sur la population et que les démocraties étaient plus vulnérables, qu'on exigeait trop nos libertés, on n'accepterait pas d'être confiné, d'être contrôlé, etc. Et il y avait un fond de vérité là-dedans, du moins au départ, mais je pense qu'il y a eu un problème où on a confondu tous les genres de régimes autoritaires. Et puis,
Donc, le cas du Brésil, c'est une démocratie avec des tendances autoritaires. Ça nous démontre justement que cet élément autoritaire va à l'encontre de la santé publique. Et dans l'autre extrême, il y a des régimes hyper autoritaires comme la Corée du Nord et aussi le Turkménistan qui disent avoir eu 0 cas, qu'il n'y a pas de COVID dans leur pays, mais qu'il y a beaucoup de pneumonie. Donc, les questions d'imputabilité, de responsabilisation pour la santé publique sont quand même importantes et il y a un discours dangereux si on essaie de trop simplifier et de dire que la démocratie, c'est bon, c'est pas bon, c'est mieux, c'est pire, etc. Il faut avoir une analyse plus nuancée. Merci beaucoup, Steven. Je vais vous poser à chacun et chacune une dernière question. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui, c'est quoi les pistes d'action pour les citoyens qui souhaitent s'engager, qui souhaitent participer à des campagnes? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Puis, en tant que chercheur, Steven et Mustapha, c'est quoi des pistes d'action pour la recherche? Peut-être je peux aller au niveau citoyen, je passe la recherche à mes 2 collègues qui sont mieux placés. Mais je pense au niveau citoyen, comme j'ai dit, on a fait des sondages dans plusieurs pays avec l'Alliance pour le vaccin universel qui démontrent que la majorité des gens sont d'accord qu'on doit vraiment partager, on doit distribuer équitablement, même plus que partager les vaccins, et de lever le brevet. C'est un nombre important, majoritaire, qui sont d'accord avec ça. Mais malheureusement, on n'entend pas les gens. Et je pense que là, ça prend des gens qui fassent pression. Nous, on essaie de mobiliser le plus possible les gens pour dire, allez voir vos députés, vos élus, en parlez-en, dites-leur que vous n'êtes pas d'accord avec la position du Canada, par exemple. Et d'exiger et de poser des actions. Ça a l'air de rien, mais si on a 15 millions de signatures pour aller voir quelqu'un, ben ça parle parce que c'est des gens qui votent pour eux. Donc, et ça fait un peu de contre-pouvoir au pouvoir des pharmaceutiques et des compagnies et des fondations privées qui ont vraiment l'oreille des politiciens. Donc, je pense se faire entendre, en discuter, mettre ça dans la place publique, puis exiger que le Canada, que c'est Babine, c'est Babine, comment on dit? Donc, moi, j'encourage les gens à en parler puis faire valoir leur opinion, pas juste dans un sondage, mais publiquement. Puis le vote, ça compte quand même éventuellement. On n'est pas en élection, mais quand même. Le Québec s'en va en élection, puis juste pour toucher l'actualité au Québec, on a entendu cette semaine qu'on va aller recruter des professionnels de la santé au Liban. Le Liban qui est dans une crise majeure de santé. Les gens fuient les hôpitaux à cause de la dévaluation de l'argent qui vaut plus rien, donc leur salaire n'est pas bon. Et nous, on va aller piger chez eux des gens pour venir travailler chez nous. Or qu'en Ouganda, au mois de juin, je donne un exemple, on manque déjà de personnel médical en Ouganda pour la crise. Mais comme le personnel n'est pas vacciné non plus, parce qu'ils n'ont pas accès, il y a 50 médecins et infirmières qui sont décédés juste dans le mois de juin 2021, qui ne sont plus là pour subvenir aux besoins de la population. Puis Steven l'a dit, tu as 2 % des gens qui ont eu un vaccin. Mais nous, le Québec, on va piger des professionnels dans un pays comme le Liban. Je me dis que les Québécois se lèvent pour dire on n'est pas d'accord. Merci Denise, Mustapha et Steven, je vous laisse réagir. Bon, je vais reprendre là où Denise a terminé. Vraiment, ça prouve la mentalité qu'on a à faire ici au Québec et au Canada. Vous voyez l'exemple d'aller piocher des gens au Liban et qu'on est dans un pays qui est mal pris. Voilà la mentalité qu'on a ici. Je suis confronté à ce type de mentalité, Denise, ici au Québec depuis 12 ans avec mes 2 enfants. C'est triste, hein, cette mentalité. Voilà. Maintenant, au niveau académique, je pense qu'au niveau académique, ce qu'il faudrait, c'est de repenser encore. Il faudrait que mes professeurs, Brown, je pense que lui, il n'est pas dans ce confort. Il faut que les professeurs sortent de ce confort idéologique qu'on a dans les universités pour aller déconstruire ou pour décoloniser la façon de percevoir le monde, de faire le monde. Et puis aider les étudiants à pouvoir s'approprier des concepts vraiment
qui vont les aider à voir le monde d'un autre œil. Je pense que si on fait ça, on va aider en fait le milieu académique à pouvoir attaquer les problématiques qui nous interpellent. C'est très difficile parce qu'ici, ils sont dans un confort académique. Et moi-même, je bénéficie de ce confort. Mais heureusement, je suis très critique par rapport à ce milieu académique. Parce que je l'ai souligné ici à l'Université Laval dernièrement à travers un webinaire où les gens voulaient développer, en fait, voulaient approfondir les études internationales à l'Université Laval en créant une école d'études internationales. Je dis que l'université a un mandat de former et de promouvoir la recherche. Et le monde a tellement vu des réalités avec cette pandémie. Je pense qu'on devrait s'inspirer de cette pandémie pour voir aussi notre façon de penser le monde. Et pour moi, cette pandémie nous a aidé à voir qu'il y a beaucoup de centralité idéologique dans nos institutions. Il y a beaucoup de centralité. Cette centralité, on doit pouvoir le départager, on doit pouvoir le décentrer. Merci. Merci beaucoup, Moustapha. C'est un débat qui est au cœur de l'aide au développement. Puis là, le terme aide et développement sont bien entendu contestés. Donc, le débat de décolonisation, on a parlé tantôt de décolonisation des institutions multilatérales. Et là, on parle aussi de décolonisation du milieu académique. Donc, c'est très présent dans nos discours. Steven, je vous laisse réagir. Puis après ça, on va accueillir Michel Asselin qui va faire le mot de clôture, s'il n'y a pas d'autres questions du public. En fait, il y a au moins deux autres questions dans le Q&A que j'ai vues et j'aimerais bien répondre à celle sur la Russie et la Chine, si on a le temps. Yes. Donc, je vais essayer d'être bref pour laisser le temps justement de répondre à ça. Quand il y a une crise, que ce soit le 11 septembre, que ce soit la pandémie actuelle, on a tendance à penser que ça change tout, nos paradigmes, il faut tout repenser. Mais moi, je dirais que c'est le contraire. Même si ça change certaines choses, normalement, ça ne fait que renforcer les tendances qui existent déjà ou exposer des relations qui étaient peut-être cachées. Donc, sur le plan de la recherche, je trouve ça important de contextualiser. Oui, faisons de la recherche sur des enjeux reliés à la COVID-19, mais pas comme phénomène indépendant de ce qui s'est passé avant ou de ce qui se passait déjà. On a eu d'autres crises. Donc, je pense que ça, c'est une piste importante pour la recherche scientifique, quel que soit le domaine. Est-ce que je peux parler de la Russie et de l'Inde? Oui, merci beaucoup, Steven, puis merci de m'aider à faire la lecture des questions qui entrent dans le chat. Donc, on a une question qui vous est adressée, mais qui parle de la croissance d'influence de la Russie et de la Chine, donc particulièrement en Afrique, puis quel est le lien avec l'envoi des vaccins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait nous proposer une réponse? Est-ce que je peux y aller? Parce que oui. je l'ai sur le bout de la langue. Parce que ça a un lien avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire, la tendance, la montée de la Chine, de l'Inde existait déjà avant la pandémie. L'influence, notamment de la Chine, mais pas seulement de la Chine, en Afrique et ailleurs, dans les pays en voie de développement, est un phénomène qu'on observe depuis au moins une dizaine d'années. Donc, on avait l'impression que ces pays allaient éclipser l'Occident, c'est-à-dire nous, en Occident, on n'avait pas assez de masques, on n'avait pas assez de matériel. Et justement, la Chine arrivait avec des livraisons un peu partout dans le monde. Et on avait l'impression qu'on allait perdre notre place ou le processus s'accélérait. Et il y avait ce potentiel, mais il y a eu des accros pour les pays émergents. Donc, on a mentionné tantôt, je pense, dans le cas de la production de l'Inde, peut-être on ne l'a pas mentionné, qu'à cause des besoins nationaux, l'Inde a arrêté d'exporter
leur version d'AstraZeneca pendant un bon bout de temps, ce qui a nuit non seulement à COVAX, mais aussi à leur diplomatie internationale et surtout régionale, parce qu'avant d'empêcher l'exportation de ces vaccins, ils faisaient beaucoup de dons dans la région, Népal, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Donc, il y avait de la diplomatie vaccinale. Et c'est encore plus important pour les Chinois. Et l'idée de la supériorité scientifique, etc., production de vaccins. Mais là aussi, il y a eu un accroc, plusieurs accros. D'abord, avec la qualité des vaccins ou la perception de la qualité des vaccins ou le manque de transparence dans les évaluations de l'efficacité des vaccins. Et aussi avec des craintes par rapport à des conditions qui seraient attachées. Donc, j'ai mentionné tantôt qu'il y avait un peu de chantage de la part de compagnies pharmaceutiques. Il y a eu des mentions, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est répandu, mais aussi que la Chine attachait quelques conditions ou qu'il y avait des craintes par exemple, ils avaient reçu la première dose et ils attendaient la deuxième, soit il y avait des délais dans la production ou bien il y avait des conditions. Donc, je pense que les pays comme la Chine et l'Inde et d'autres, y compris la Russie, avaient un potentiel de se servir de la diplomatie vaccinale pour vraiment accélérer ce processus, mais ça n'a pas été particulièrement bien réussi. Le monde veut AstraZeneca, le monde veut Moderna et Pfizer, pas Sputnik et pas Sinopharm. Donc, cette tentative-là, du moins jusqu'à présent, a échoué. Merci beaucoup, Steven. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait réagir? Non, c'est bon. Donc, dans ce cas, j'inviterai Michèle Asselin, directrice de l'ACOSI, à prononcer le mot de clôture. Je vous remercie, Denise, Steven et Mustapha, pour votre participation fort intéressante. Je cède la parole à Michèle. Merci, Marie-Claude. Effectivement, merci Stephen, Mustapha et Denise. C'était un échange fort pertinent. Et si on se posait la question avant cette conférence, maintenant c'est certainement très clair, oui, il y a un apartheid vaccinal. En fait, vous avez très bien démontré que la pandémie, elle se situe dans un monde d'inégalités. Et ces inégalités n'ont été qu'exacerbées par la pandémie. Des inégalités qui ont été vécues, oui, entre les pays, entre les nations. On parle d'un point de vue d'analyse du multilatéralisme, mais on s'est rappelé qu'il y a eu des inégalités partout, des inégalités entre les personnes vivant dans la pauvreté, par exemple, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, en ont subi de plus lourdes conséquences. Les femmes ont vécu des difficultés particulières dans cette pandémie. Et bien sûr, entre les pays, entre les nations, on a raté une occasion encore, vous le soulignez, M. Brown, que dans le fond, les crises ne nous aident pas à passer à un autre mode de collaboration. Alors, au lieu d'établir de véritables relations de coopération et non d'aide et même de charité, on a encore eu des relations entachées de colonialisme et de penser d'abord pour soi et pour nos propres populations. Alors, à maintes reprises, on a souligné la nécessité, l'urgence même, de décoloniser ces rapports de pouvoir entre les nations et que bien qu'on ait un discours différent au Canada et même une politique féministe, Denise l'a souligné d'entrée de jeu, eh bien, nous sommes encore entachés de ce colonialisme que, M. Fay, vous avez très bien souligné et que vous nous avez interpellés profondément pour que, comme citoyennes et citoyens, Denise l'a souligné aussi, nous devons accentuer notre engagement pour bâtir ce contre-pouvoir. Et oui, on doit interpeller l'État canadien, l'État québécois, mais ma réflexion s'est enrichie aussi d'interpeller le pouvoir des compagnies pharmaceutiques qui ont de plus en plus d'influence sur les pays-nations. Et il y a un contrepoids entre les pouvoirs économiques et les pouvoirs des pays
qui parfois, on perd le pouvoir d'un gouvernement face au pouvoir économique. Alors, nous, à la COSI, on travaille pour la reddition de comptes, l'imputabilité des entreprises, particulièrement les entreprises minières, l'industrie extractive. Et là, je me dis, bien, il faudrait vraiment ajouter à notre réflexion et à nos actions l'industrie pharmaceutique parce qu'elle a un impact fondamental sur le déni de droit et ça va au-delà de la COVID-19 d'ailleurs. Alors, tout ça terminé, bien, je termine en vous invitant à poursuivre la réflexion et l'action dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale. Notre thématique, c'est « Transformons le monde dès maintenant ». Monsieur Moustapha, vous l'avez dit, vous êtes en colère, vous trouvez qu'on ne va pas assez vite, il faut changer le monde. Et c'est à ça qu'on invite du 1er au 30 novembre dans 12 régions du Québec une multitude d'activités parce que nous voulons engager encore et davantage nos concitoyens et concitoyennes dans la co-construction. Puis ce mot-là, on y croit fermement, à la co-construction d'un monde égalitaire, juste, un monde de justice, oui, et de liberté et de paix. Je pense qu'ensemble, on peut arriver à faire des pas pour l'avenir de nos enfants. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour ce mot de clôture et fidèle à ton habitude de bien synthétiser les propos et de terminer avec des paroles très mobilisatrices, visionnaires, donc toujours appréciées. Merci beaucoup au nom du blog Un seul monde, au nom de l'IEIM et de l'OCA qui est co-organisateur et au nom de la COSI. Merci beaucoup d'avoir participé, Steven, Denise et Moustapha, et merci aussi au public d'avoir été là aujourd'hui. Ce n'est qu'un début de conversation et comme le mentionne Michel, ça va se poursuivre avec plein d'activités au cours du prochain mois, les publications du blog de l'IEIM et bien entendu d'autres discussions comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir été avec nous aujourd'hui.